Ils veulent construire un monde de robots. Quant à l'accord signé sur le nucléaire iranien magnifique, de guerre constituée. Nation en France. Si votre vote Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Passe l'Info. Notre actualité nationale sera consacrée cette semaine sur les relations entre la justice et la politique. Notre actualité internationale, quant à elle, nous emmènera du côté de l'Algérie, où un scénario à la syrienne serait peut-être probable. C'est la question que l'on se pose. Et pour terminer, les tensions entre la Chine et les États-Unis s'intensifient. Après vos brèves, la vidéo de la semaine. Actualité nationale, comme je vous le disais en titre, la justice est-elle aux ordres de la politique ? L'affaire Benalla, les multiples perquisitions qui ont touché ces derniers mois le Centre Zara France, le parti La France Insoumise ou encore les comparutions de nombreux gilets jaunes devant les tribunaux de la République nous amènent à nous poser sérieusement la question d'un principe constitutionnel cardinal, la séparation des pouvoirs. Dans la théorie, l'article 64 de la Constitution précise que le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Mais il faut également savoir que le chef de l'État conserve le pouvoir de nommer les magistrats professionnels, article 13 de la Constitution, et que par ailleurs, il est précisé dans l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. En quelques années, l'impartialité des magistrats est devenue un axe de défense partagé par tous les responsables politiques. S'il y a soupçon en France d'une instrumentalisation de la justice par le pouvoir, c'est parce que les procureurs sont nommés par le gouvernement, un lien revendiqué par Emmanuel Macron. Les magistrats du parquet co-dirigent une juridiction, déclinent des politiques publiques. À cet égard, il est clair que l'exécutif garde toute légitimité pour proposer le candidat qui lui semble le plus pertinent. Alors comment en finir avec les soupçons d'une justice politique ? Pouvoir et justice vivent-ils une crise inédite ? Leur affrontement affaiblit-il la démocratie ? À l'audience, leur parole est libre. Précisons que ces chefs hiérarchiques sont les procureurs généraux qui sont des préfets judiciaires nommés en Conseil des ministres. En bref, les procureurs qui ont le pouvoir de diligenter leurs enquêtes sont soumis à l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux qui lui-même est placé sous l'autorité du chef de l'État. Il y a donc clairement une incompatibilité avec l'article 64 de la Constitution, selon lequel l'indépendance de l'autorité judiciaire est garantie, et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Les magistrats sont avant tout des humains, et il est logique que certains d'entre eux n'oseraient pas aller à l'encontre de la volonté politique de leur hiérarchie, risquant ainsi de compromettre leur carrière professionnelle. Par ailleurs, quand on ajoute à cela le fait que les nouvelles lois antiterroristes donnent à l'administration le pouvoir de prononcer sans jugement des mesures coercitives et accroît ainsi le pouvoir des autorités administratives, les préfets, au détriment du pouvoir judiciaire, les magistrats, on ne peut que s'inquiéter fortement des éventuelles dérives que cela peut comporter. Par exemple, nous rappelons que la fermeture de la salle de prière du Centre Zara France a été décidée avant même que la dite association puisse s'expliquer et se défendre. Elle se désole de constater qu'au pays des droits de l'homme, dont le peuple a mené de nombreux combats pour ses libertés et continue à le faire en ce moment même, que l'on glisse de plus en plus vers un État où la justice ne servira plus qu'à entériner malgré des décisions ordonnées par pouvoir exécutif. une justice totalement indépendante. Nous ne l'avons pas aujourd'hui, malheureusement. Comme vous le savez, pour ceux qui ont fait un petit peu de recherche, l'article 64 de notre Constitution fait du président de la République le garant de l'indépendance de la justice. Ce n'est pas une invention de notre part, ce sont les textes qui le disent. Et les textes sont en train de nous dire, à nous les Français, que notre justice n'est pas juste parce qu'elle est politisée, parce que notre justice est sous l'autorité du politique. Et ça, c'est un très, très grand danger, parce que cela veut dire que la justice n'est pas indépendante, alors que la mission première du président de la République, c'est d'être garant de la justice.
de l'indépendance de la justice. Pour pallier à cela, il faudrait pour commencer couper le lien hiérarchique entre le parquet et le garde des Sceaux. Une mesure qui pourrait empêcher de nombreuses dérives dont on constate l'existence à travers de nombreuses affaires récentes. On pourrait revenir sur l'affaire Tariq Ramadan et le deux poids deux mesures avec les affaires Darmanin, Tron, Arinde et autres. On pourrait aussi revenir sur les scandales politico-financiers visant des responsables de haut rang où les instructions aboutissent à des verdicts infiniment cléments, alors que de simples citoyens tels que les Gilets jaunes se retrouvent en garde à vue pour avoir manifesté ou la volonté de le faire. En définitive, la question de la séparation des pouvoirs judiciaires et politiques reste une question centrale de notre démocratie. Cette question devra elle aussi être débattue lors de référendums d'initiative citoyenne. Ça reste à voir. Tout ce qui se passe ici, c'est politique. La façon dont c'est fait, c'est politique. Même eux n'ont pas l'habitude que ça se déroule comme ça. Donc, qu'il y ait des hauts gradés qui assistent à l'audition, qui posent eux-mêmes les questions, tout ça, c'est du jamais vu. Donc, ouais, c'est complètement politique. Ouais. Actualité internationale après la Syrie, on se pose la question de l'Algérie. Après leur annonce de retrait de Syrie et leur participation avec la France au G5 Sahel, les États-Unis semblent mettre le cap sur l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier. Les prémices en sont déjà là. Certains membres de l'armée syrienne libre, l'ASL, milice formée au début de la guerre contre la Syrie par les services secrets de plusieurs puissances étrangères, seraient entrés en Algérie munis de faux visas. Le directeur chargé de l'immigration au sein du ministère algérien de l'Intérieur, Hassem Kassimi, a annoncé le 2 janvier 2019 que l'Algérie s'affronte à un grand complot ourdi par des partis régionales qui organisent l'entrée illégale des terroristes syriens en Algérie via le Niger et le Mali avec des passeports soudanais. M. Kassimi a ajouté que l'armée algérienne surveillait de près les agissements suspects le long des frontières du sud de l'Algérie pour empêcher l'infiltration des terroristes venus de Syrie. Le retour, tôt ou tard, d'au moins 5600 membres de Daesh vers les pays d'Afrique du Nord serait une source d'insécurité et d'instabilité pour ces pays, rapporte le journal El Massa. Un rapport qui a été publié par le magazine American. Un rapport publié par le magazine américain The Intercept et repris par l'agence russe Sputnik avait récemment révélé que l'Algérie est depuis quelques années encerclée par 3 bases militaires américaines installées notamment en Libye, en Tunisie et au Niger, s'appuyant sur des documents du commandement des États-Unis pour AFRICOM. Déclassifié récemment dans le cadre de la loi Freedom of Information Act, l'enquête explique que l'Algérie était visée dans le cadre des tentatives des États-Unis de contrer l'influence chinoise et russe en Afrique. Cette information est d'autant plus préoccupante que l'Algérie a signé le 10 décembre dernier, comme la France, le pacte de Marrakech sur les flux migratoires. L'Algérie est sur ses gardes. Après l'annonce de retrait US de Syrie et le renforcement significatif des agissements militaires américains et français au Sahel, tout est possible. Alger prend très au sérieux la menace d'exfiltration de terroristes de Daesh vers son territoire et ce, en exploitant le flux migratoire venant de Syrie, de Yémen, indiquait le directeur au ministère algérien de l'Intérieur chargé des migrations, précisant que les services de sécurité suivaient la situation de près. Après la défaite de Daesh en Syrie et en Irak, les tentatives de redéploiement de ces combattants dans d'autres zones, comme au Maghreb et de manière plus générale en Afrique, préoccupent les autorités algériennes. C'est ce qu'a déclaré le 17 décembre Hassan Kassimi sur les ondes de la chaîne 3 de la radio algérienne. Le directeur d'études au ministère algérien de l'Intérieur en charge du dossier des migrations affirme que son pays craint que les mouvements migratoires en provenance de pays arabes en conflit ne servent de couverture aux terroristes de Daesh. Et puis une remarque très intelligente de la part de responsables algériens. En effet, les plaques tournantes de ce trafic humain, soit ces réseaux de passeurs, ne sont pas de bon augure. Ils passent par certaines capitales connues pour avoir instrumentalisé beaucoup de dossiers qui se sont terminés par la subversion et le terrorisme, a-t-il souligné, en soutenant que la situation est surveillée de près par l'armée et les services de sécurité algériens. Et terminons maintenant avec les tensions entre les États-Unis et la Chine. Les tensions entre Washington et Pékin se sont intensifiées ces derniers mois en raison du nombre croissant des missions de la marine américaine en mer de Chine méridionale et des efforts de la Chine pour renforcer sa présence militaire dans des territoires disputés par d'autres puissances asiatiques. La Chine revendique la souveraineté d'une grande partie des eaux de la mer de Chine méridionale.
Pékin a construit des îles artificielles dans cette zone, une action qui a entraîné des protestations de certains pays de la région et des États-Unis. Sous prétexte de défendre la liberté de navigation, les États-Unis ont déployé des unités maritimes et aériennes dans cette région. Dans ce contexte, le vice-amiral Liu Yuan, directeur adjoint de l'Académie des sciences militaires de l'Armée populaire de libération, a laissé entendre que le fait de couler 2 porte-avions américains résoudrait le conflit autour des mers de Chine orientale et méridionale, a rapporté Sputnik. S'exprimant lors d'un sommet de l'industrie militaire chinoise le 20 décembre dernier, Liu s'est adressé à l'armée américaine qu'il a décrite comme l'une des 5 sources de faiblesse des États-Unis, mentionnant les capacités croissantes de la Chine en matière de missiles anti-navires et de missiles de croisière. Liu a déclaré que la destruction d'un seul porte-avions coûterait la vie à 5000 soldats américains. Et maintenant, la bourse est-elle une valeur sûre? C'est une question que nous nous posons et que nous allons voir tout de suite avec la première de nos brèves en voix off et en images. Allez, c'est parti! Après le mercredi noir de Wall Street, les places européennes chutent à leur tour. L'année 2018 a vu près de 7 000 milliards de dollars de capitalisation boursière partir en fumée. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, associées au ralentissement des économies émergentes, ont affecté plus de 10% de la valeur de l'indice mondial des actions dans 47 pays. C'est la première fois depuis la crise financière de 2008 que l'on constate une perte annuelle à 2 chiffres. La bourse chinoise est en recul de 25% par rapport au début de l'année. Le Bel 20 a perdu plus de 20%. Le DAX allemand est inférieur de 16% et le CAC 40 français de 12%. Mais ce sont des enfantillages par rapport aux pertes enregistrées dans les économies émergentes. Les bourses turques et argentines sont respectivement inférieures de 45% et 50% par rapport à leur niveau du mois de janvier. Ajoutez à ce cocktail l'effondrement des prix du pétrole, moins 40% par rapport au début du mois d'octobre, et l'augmentation des spreads sur les titres des gouvernements italiens, grecs et maintenant français qui reflètent surtout les doutes persistants sur la zone euro. Selon les derniers chiffres fournis par la Banque centrale d'Iran, la dette du pays envers ses créanciers étrangers a connu une baisse de 10,7% au cours des 7 derniers mois, et ce, malgré les sanctions. Quand on parle de sanctions, on pense à des mesures qui affectent l'économie, mais ces mesures peuvent également avoir un effet positif. Dans le contexte des sanctions, l'État ne peut contracter d'emprunts internationaux et n'augmente par conséquent pas sa dette extérieure, a indiqué à Sputnik Abdolmejid Cheikhi, docteur en économie à l'université Alamé Tabatabai, et d'ajouter que c'était la raison pour laquelle les États-Unis n'avaient pas réussi à briser à 100% l'économie nationale de l'Iran. Il faut rappeler que la dette extérieure de l'Iran n'atteignait même pas 1% du PIB et que depuis 1979, la République islamique compte parmi les pays les moins endettés au monde. Selon un officiel anonyme cité abondamment dans la presse israélienne, le général Aviv Kochavi, directeur du renseignement militaire de 2010 à 2014 et futur chef d'état-major de Tsahal, aurait organisé plusieurs tentatives d'assassinat du président syrien Bachar el-Assad. Le général Kochavi estimait que sa mort aurait permis à Tsahal d'envahir la Syrie et d'y détruire les implantations iraniennes. Au contraire, le directeur du Mossad, Yossi Cohen, aurait tenté de négocier avec la République arabe syrienne, considérant que sa chute aurait favorisé le chaos. L'assassinat du président syrien aurait des répercussions dangereuses pour l'État sioniste. L'intelligence artificielle, qui a la capacité d'effectuer des tâches avec son propre jugement, pourrait avoir un grand avenir en philologie, archéologie et linguistique. Selon Émilie Pagé-Perron, candidate au doctorat en assyriologie à l'université de Toronto, nous sommes peut-être plus près que nous le pensions de déchiffrer de nombreuses tablettes cunéiformes du Moyen-Orient écrites en sumérien et en akkadien. Les scientifiques qui développent actuellement le programme, qui passerait au crible les centaines de milliers de textes cunéiformes non traduits, utilisent un échantillon de 67 000 documents administratifs dont il espère que le logiciel apprendra à déchiffrer les autres. C'est pourquoi l'IA absorbe les références linguistiques et culturelles des textes écrits en langue sumérienne afin de fournir une base pour une traduction future. Ces énormes portions de texte serviront plus tard à des fins comparatives ainsi qu'à produire diverses données statistiques, ce qui est, selon Pagé-Perron, l'objectif premier du projet.
Ici, c'est le siège du parti antisioniste. Vous l'avez vu, le drapeau israélien, on est obligé de rentrer et s'essuyer les pieds dessus. Rappelez-vous, l'aisance et la sérénité avec lequel le fondateur du centre Zara, M. Yahya Gouasmi, invitait la presse à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment en piétinant au préalable un paillasson aux couleurs du drapeau israélien. On constate aujourd'hui que le phénomène prend de l'ampleur, et ce signe de contestation, tout à fait pacifique, a fait des émules jusqu'en Jordanie, au point où l'association des syndicats professionnels de Jordanie placera le drapeau israélien à l'entrée de ses bureaux et dans tout le royaume, de sorte que ceux qui entreront devront marcher dessus, ont rapporté les médias jordaniens. Bien sûr, Israël s'est plainte de cette pratique, ce à quoi l'autorité jordanienne a répondu qu'il s'agissait de bâtiments privés. Il est vrai que pour une somme de 7 à 8 euros, ces paillassons sont disponibles sur tous les grands sites de commerce en ligne, tels Amazon ou les commandes à flux de par le monde. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre tout au long de la semaine sur notre page Facebook, sur notre blog et sur notre YouTube. Merci d'être aussi fidèles, à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, passez l'info. Je vais surtout essayer d'éclairer monsieur sur les revendications parce qu'en réalité elles sont très simples, elles sont de deux ordres. Le premier, je l'ai déjà indiqué, c'est la volonté d'intervention directe du peuple dans la démocratie via le référendum d'initiative citoyenne. Et la deuxième catégorie de revendications, c'est sur le fond. C'est la volonté en réalité des gens que désormais la politique serve les intérêts de 99% de la population et non plus des 1% les plus riches. Ça veut dire sur le fond concrètement que les gens veulent des augmentations de salaire, une revalorisation du minimum vieillesse, de l'allocation adulte handicapé, une réindexation des retraites et des allocations familiales sur l'indice des prix. Et tout cela, pour financer tout cela, ce que souhaitent les gens, c'est que soient remis en cause tous les dispositifs fiscaux qui sont au bénéfice des 1% les plus riches, c'est-à-dire la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE capté pour moitié par les plus grandes entreprises de ce pays. Et je le dis, l'ensemble de ces cadeaux fiscaux, c'est 20 milliards en 2018, c'est 30 milliards en 2019. Mais est-ce que c'est vraiment, sur ce point-là, je me permets de vous interrompre, parce que ce sont vraiment des cadeaux fiscaux? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas une aide aussi dont ont besoin les entreprises? Non, mais attendez, je vous réponds là-dessus parce qu'il y a toujours un amalgame qui est fait entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Dans les chiffres que je viens de vous donner, je vous ai dit la moitié du CICE est capté par les plus grandes entreprises. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que le CICE soit maintenu, mais modifié, avec par exemple un seuil de chiffre d'affaires pour que seuls les PME bénéficient de ces aides. Les grands groupes n'en ont pas besoin. Les grands groupes distribuent des dividendes aux actionnaires par milliards. C'était 93 milliards en 2017. Carrefour, notamment, est un très bon exemple. Il a perçu énormément d'aides et il a licencié et délocalisé. Il n'a donc créé aucun emploi. La seule utilisation, ça a été la distribution de dividendes. Et dont les PME. Je donne la parole à Patrick Martin. Ça serait une bonne idée, ça, le fait de revoir le CICE? Écoutez, je n'ai pas perçu dans les mots d'ordre des gilets jaunes que je vois, mon entreprise est implantée en province, elle est implantée à travers 200 sites dans toute la France, elle a beaucoup de clients, professionnels, particuliers. Je n'ai pas entendu parler du CICE sur aucun barrage, à aucun rond-point. Alors qu'il y a une récupération sur ce thème-là. Moi j'y suis, je peux vous dire, j'en ai beaucoup entendu parler. À l'instant, monsieur. Et donc, je crois qu'il y a une forme de détournement de l'objet de cette colère, de cette révolte. Je le rappelle, à l'origine, quel est le sujet? C'est un sujet de pouvoir d'achat et notamment de prix du transport pour des populations qui ne bénéficient pas, pour différentes raisons, des transports en commun et qui, au fil des ans, se sentent délaissés par la nation. Mais monsieur, on n'a pas parlé du CICE. Mais bien sûr que si, il suffit de lire tous les cahiers de doléances qui circulent sur les réseaux sociaux, sur tous les groupes des Gilets jaunes, et vous verrez que le CICE, l'ISF, tous ces dispositifs fiscaux sont expressément mentionnés sur tous les cahiers de doléances. Il y a justement une homogénéité dans les revendications sur la remise en cause de ces dispositifs fiscaux. Que vous soyez dans le déni et que vous ne vouliez pas les voir, ça vous regarde. Mais je peux vous assurer que les Gilets jaunes sont très conscients aujourd'hui des aides qui sont faites aux grands groupes, et ils voudraient que ces aides soient concentrées sur les PME, parce que ce sont les PME qui créent l'emploi.